jour chez vous à l'heure de la présidentielle. Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Nous vous proposons une série d'émissions spéciales. Nous recevons les candidats avec les journalistes de la presse régionale. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Fabien Roussel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Vous êtes le candidat communiste à cette élection. On est ensemble pendant 1 heure. Avec les journalistes de la presse régionale, nous allons vous interroger sur les thèmes qui font partie des préoccupations des Français de leur quotidien. On va parler des déserts médicaux, de la hausse des prix, de l'écologie, de la désindustrialisation, d'immigration ou encore d'agriculture. Et pour vous interroger, et de pouvoir d'achat, de hausse des prix, de pouvoir d'achat évidemment. Pour vous interroger, 6 journalistes de la presse régionale. Sur ce plateau, Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Ryan, bonjour. Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et en duplex depuis leur rédaction locale, Fabien Roussel. Nous sommes à Nice avec Denis Caro de Nice Matin, Baptiste Bis de la Nouvelle République est à Tours, Thierry Rabier de Paris-Normandie est à Rouen et Sophie Bardin de Lyon Républicaine est à Auxerre. Fabien Roussel, on va commencer en parlant de la dépendance, de la question des EHPAD, revenue au cœur de l'actualité ces derniers jours. Brigitte Bourguignon, la ministre, a reçu hier les dirigeants d'Orpea qui sont mis en cause pour des mauvais traitements sur les résidents dans leur EHPAD. La ministre a annoncé l'ouverture de 2 enquêtes, dont l'une de l'inspection générale des finances et une série de contrôles inopinés des agences régionales de santé dans les EHPAD du groupe. Est-ce que les réponses du gouvernement sont les bonnes pour vous ? La colère est unanime, y compris celle de la ministre. C'est normal. Il s'agit de nos aînés, de nos parents, de nos grands-parents. Et il y a de la maltraitance. Et le pire, c'est de la maltraitance pour gagner de l'argent sur leur dos. C'est ignoble. C'est ignoble d'imaginer ça dans notre pays. La colère est une chose juste, légitime, mais il faut passer aux actes. Quand il y a des marchands de sommeil qui logent de manière inadmissible des personnes, des familles, on les exproprie. Et on récupère ce logement et on protège les familles. Quand il y a des actes de maltraitance dans des établissements comme cela, on protège les personnes âgées. Comment alors ? On exproprie le propriétaire de cet établissement. On met l'établissement sous la tutelle, la protection d'un hôpital public, d'un établissement public, d'une structure à but non lucratif. C'est ce que vous demandez pour les EHPAD d'Orpea aujourd'hui ? Oui, pour ceux où il y a ces faits caractéristiques de violence. Il n'est pas question que dans notre pays, qu'en France, en République, il y ait des profits, de l'argent fait sur le dos de nos aînés. Vous demandez à ce que l'État récupère la gestion des maisons de retraite gérées par Orpea aujourd'hui ? Non seulement il faut tout de suite les protéger, oui, je demande à l'État de protéger nos aînés dans ces maisons de retraite où il y a des faits de maltraitance avérés. Il faut le faire, parce que là, il va y avoir une enquête. Ils vont tourner, ils vont recueillir des témoignages. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Ils vont dire, bon, oh, c'est pas bien, il faut arrêter. Non. Fabien, ça veut dire qu'il faut autre chose que des sanctions financières pour vous. Mais bien sûr qu'il faut autre chose que des sanctions financières. Il faut tout de suite... Nous parlons d'êtres humains, d'hommes et de femmes, qui ont plus de 80 ans, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont même participé à bâtir la France. Ils doivent être protégés. Orpea est géré par un fonds de pension aujourd'hui. Est-ce qu'on doit interdire ce type de gestion des EHPAD ? Puisqu'un fonds de pension, l'objectif, c'est de gagner plus d'argent chaque année. Oui, il faut sortir nos aînés des griffes de la finance. On ne peut pas imaginer un système où aujourd'hui des fonds de pension, là, canadiens, demain américains ou autres, qui viennent parce qu'ils ont des exigences de rentabilité énormes. On ne peut pas accepter qu'ils viennent gagner de l'argent qui doit gérer les sur le dos de nos aînés. Donc, nous disons qu'il ne peut pas y avoir de structure avec des objectifs de rentabilité. Tout établissement de personnes âgées doit être géré avec un but non lucratif. Et on a bien compris, Fabien Roussel. Je propose de créer un service public chargé de la dépendance et de la prise en charge de nos aînés. Je suis pour créer et je propose la création d'un grand ministère d'État chargé des seniors et de la mise en œuvre de ce plan. Ça fait 2 mandats, 2 présidents de la République, dont celui-ci, qui propose et qui met sur la table une loi et un projet pour la dépendance. Mais ça veut dire des moyens supplémentaires aussi, Fabien Roussel. J'y viens. Il y a l'objectif, protéger nos aînés, les protéger par un service public, la mise en œuvre avec un grand ministère, et derrière, les moyens. Les moyens, ce sont l'ensemble des organisations syndicales qui le disent. Il y a besoin d'au moins
créer 300 000 emplois en 3 ans pour qu'il y ait un salarié par résident. Qui finance ça ? Et ensuite, il y a besoin, c'est ce que je propose, de mettre tous ces établissements sous service public, un grand service public de la dépendance. Ça nécessite un financement de 10 à 13 milliards d'euros. Et chaque président a buté sur le financement. Nous proposons, nous, de mettre en place le financement de ces 10 à 13 milliards. Sur le quinquennat ou dès la première année ? Il faut l'enclencher dès la première année, mais les 300 000 emplois, nous ne pourrons pas les créer dans la première année. Mais nous pouvons nous fixer l'objectif d'en créer 100 000 tout de suite. Donc et de former les autres. C'est l'État qui finance par les impôts. Et les cotisations sociales. Il faut asseoir le financement de la dépendance sur les cotisations sociales et donc la sécurité sociale. Allez, on va continuer à parler des questions de santé. Un mot rapidement, Stéphane, sur d'autres formes que les EHPAD. Il n'y a pas que les EHPAD dans la vie, il y a aussi d'autres formes originales. Je pense au maintien à domicile en milieu rural, les colocations intergénérationnelles, le béguinage. Est-ce que vous avez un œil sur ce genre de choses et qu'est-ce que vous avez comme proposition originale ? Je parlais juste avant ici avec quelques-uns d'entre vous justement des béguinages. Parce qu'il y en a beaucoup chez moi. J'en ai rencontré dans d'autres départements de France et beaucoup dans la ruralité. J'adore ces structures petites, de taille humaine, qui permettent à des personnes âgées qui ont vécu dans leur village de pouvoir y rester. Ces béguinages, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petites structures avec 5, 10 maisons accolées les unes aux autres et avec un lieu de vie commun. Une salle où ils se retrouvent, ils jouent aux cartes, une cuisine. Bon. Le meilleur moyen pour développer ce type de structure, c'est d'accompagner les communes, les collectivités. Parce qu'on voit que dans la prise en charge des personnes âgées, il y a le coût qui est pris en charge par la sécurité sociale, un coût qui est pris en charge par les départements, la dépendance, mais les collectivités, quand elles décident d'investir, quand elles veulent offrir un tel service à leur population, elles doivent mettre la main à la poche et c'est cher. Mais moi, je propose que dans ces 10 à 13 milliards d'euros que je prévois, que l'on puisse accompagner les collectivités. Allez, on passe par les collectivités afin de répondre aux besoins du terrain et leur faire confiance. C'est par là que l'on trouvera les meilleures solutions. On va continuer à parler de ces questions de santé. On va parler des déserts médicaux maintenant, Fabien Roussel. On va aller à Tours, dans la région Centre-Val de Loire, retrouver Baptiste Bise. Bonjour Baptiste, merci beaucoup d'être avec nous, directeur départemental de la Nouvelle République en Indre-et-Loire. Et Baptiste, la question des déserts médicaux, elle est cruciale dans beaucoup de territoires, évidemment, et particulièrement dans votre région. Oui, bonjour. Bonjour à vous, Oriane, et bonjour à votre invité. Alors, effectivement, je m'adresse à vous depuis le siège de la Nouvelle République à Tours ce matin, et j'espère que vous serez d'accord avec moi pour reconnaître que la région Centre-Val de Loire est l'une des plus belles régions de France, avec ses châteaux, bien sûr, son fleuve majestueux, sa douceur de vivre. Et pourtant, Oriane, vous venez de le dire, c'est l'une des moins attractives de France pour les médecins. On ne compte que 98 praticiens en Centre-Val de Loire, 100 000 habitants, contre 124 en moyenne au niveau national. Alors, dans de nombreux secteurs ruraux et urbains du Val-de-Loire, la désertification médicale est une réalité qui n'est pas que statistique, et la situation va s'aggraver à très court terme, puisque la moyenne d'âge des médecins dans la région est de 58 ans. Le Conseil régional a choisi de salarier lui-même des médecins qui sont installés dans des centres de santé publics, comme celui qui va ouvrir très prochainement à Saint-Pierre-des-Corps, une ville que vous devez bien connaître, une cité très longtemps communiste de l'agglomération de Tours. Alors vous proposez d'aller plus loin, en autorisant les installations des médecins dans les zones denses que pour remplacer un départ. Pensez-vous vraiment que ça serait suffisant ? Et l'État ne pourrait-il pas obliger des médecins libéraux à s'installer dans des déserts médicaux ? Merci pour votre question. Le centre Val-de-Loire est magnifique, tout aussi beau que le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est effectivement un beau département qui souffre, comme beaucoup de départements, de déserts médicaux. Il y a en France 6 millions de nos concitoyens qui vivent à plus de 30 km d'un service d'urgence. Et donc, c'est une préoccupation importante pour nos concitoyens. Il faut pouvoir inciter et pousser les médecins à s'installer dans ces déserts médicaux. C'est trop facile pour un médecin qui, après 10 à 12 ans d'études, de choisir son lieu d'installation et d'aller dans les zones densément peuplées en médecins. Donc, ce que nous proposons, c'est d'abord de mettre en place, parce que dès aujourd'hui, on ne va pas attendre 10 ans que les médecins soient formés pour qu'il y ait des mesures efficaces. C'est dès maintenant qu'il faut agir. C'est pour ça que nous disons que quand un médecin maintenant sort avec son diplôme, qu'il ne puisse s'installer dans un territoire densément peuplé en médecins
que s'il y a un départ. Qu'est-ce que vous appelez un territoire densément peuplé? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des cartes qui montrent que dans tel département, il y a 120 médecins. Beaucoup, 120 médecins. Surpeuplés en médecins. Il y a des zones, dans le sud, il y en a beaucoup plus. À part la Côte d'Azur, il n'y en a pas beaucoup. Que dans le nord. Eh bien, ne permettons pas que dans ces zones-là, on puisse encore installer des médecins s'il n'y a pas de départ en retraite. Donc, un départ, une installation. Ensuite, nous voulons mettre en place un système de bourse qui permettrait d'inciter des jeunes à s'installer dans des déserts médicaux. Par exemple, nous proposons, nous, d'accompagner pendant tout le temps de leur formation, 10 ans, avec une bourse de 1 200 € par mois, des étudiants. On les accompagne. 1 200 € par mois. Par mois, chaque étudiant. En échange, ces étudiants, on leur demande de s'engager à s'installer et à travailler pendant 3 ans dans des déserts médicaux. Ça, c'est une proposition de loi que nous avons défendue et débattue à l'Assemblée nationale et malheureusement rejetée par la majorité En Marche. Et puis... Donc clairement, vous mettez fin à la liberté d'installation des médecins, Fabien Roussel. Là, c'est une forme d'incitation. C'est-à-dire que l'étudiant qui ne veut pas de la bourse et qui dit « moi, je veux aller m'installer où je veux il pourra le faire, mais il se débrouille pour payer ses études. » Enfin, il y a un système de conventionnement qui existe aujourd'hui. Les médecins sont conventionnés. Eh bien, mettons en place un système de conventionnement sélectif pour conventionner en priorité là où il y a des besoins. Alors, les médecins disent « comment ça on nous empêche de nous installer où on veut ?» Mais il y a une situation d'urgence aujourd'hui, et ce système de conventionnement existe pour les kinés, pour les infirmières libérales. Donc, appliquons-le pendant un temps. Appliquons-le pour ceux qui vont sortir des écoles, là, pendant 2 ans, 3 ans, pour repeupler en médecins les territoires où il n'y en a pas. Et puis, pour finir, il faut mettre fin à la fermeture des hôpitaux. Les hôpitaux de proximité. Ce qui existe, il faut le protéger. Ce n'est pas un moratoire que je demande. C'est stop. Arrêtez de fermer des hôpitaux là où il y en a. Beauchamp, Bija à Paris, c'est 2 hôpitaux qui vont fusionner. C'est dramatique pour les habitants de Clichy qui vont voir l'hôpital de Beaujon qui va fermer. Et d'autres en France. Donc voilà ce que je propose pour lutter contre les déserts médicaux. J'ai lu attentivement votre programme. Vous voulez aussi supprimer les dépassements d'honoraires. Or, les médecins français sont parmi les plus mal payés en Europe. Est-ce que vous ne craignez pas d'accentuer un peu la crise des vocations qui est déjà bien réelle aujourd'hui dans la médecine générale? Il faut faire ça en dialogue et en discussion avec la profession. Le meilleur moyen, c'est d'inciter, de favoriser. Les élus, les maires communistes ont une expérience en la matière. Ils ont mis en place, quand ils en avaient la possibilité, partout des centres municipaux de santé, des CMS. Je vais aller à Champigny-sur-Marne, d'ailleurs, pour voir ce qui a été fait dans ce domaine. Et c'est une manière de répondre à cela, c'est-à-dire d'inciter l'installation de médecins où il y a le tiers payant mis en place automatiquement. Mais là aussi, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec les béguinages, il faut aider les communes à mettre en place ces CMS. Alors justement, moi, je suis pour aider les communes, accompagner les communes. Question là aussi sur un autre système, Stéphane. Vous avez beaucoup de jeunes médecins en fait, qui veulent aussi privilégier leurs conditions de travail, leur qualité de vie, avoir des horaires décents, pouvoir prendre des vacances. Est-ce que le salariat des médecins dans des maisons de santé, notamment en milieu rural, ça, c'est pas une bonne formule pour attirer des jeunes? Alors, est-ce que vous soutiendriez ce genre de mesures? Tout à fait, mais en même temps, sans dogmatisme, et sans dire c'est comme ça qu'il faut faire dans toute la France parce que c'est la seule voie. Donc au cas par cas, en fonction des territoires, des besoins. Oui, parce que je le vis moi-même à Saint-Amand-les-Eaux avec le maire de ma commune, Alain Bocquet. Nous avons réussi à faire venir 4 jeunes médecins tout juste sortis de l'école, sans les salariés. Je sais que dans le bassin minier, ailleurs, dans le Pas-de-Calais, à côté de chez moi, d'autres communes ont réussi à obtenir des médecins en les salariant. Donc, au cas par cas, nous, à Saint-Amand-les-Eaux, on a réussi à faire venir des médecins en les installant dans des locaux dans l'hôpital, donc ils ont là une patientèle de proximité, et juste en favorisant leur installation, en prenant en charge la commune, avec l'ARS, on prend en charge les frais de secrétariat, ils ont les anciens médecins qui les accompagnent dans leur aide, etc. Et donc, ces jeunes médecins font le choix de s'installer là, et nous, on accepte qu'ils travaillent 35 heures, qu'ils aient des horaires donc adaptés à leur vie de famille, et dans une ville comme la nôtre, où il y a des services publics, où leurs enfants, les enfants de ces médecins, vont trouver l'occasion aussi de s'épanouir, et donc les médecins sont accueillis dans des communes
agréable à vivre. C'est pour ça qu'il est important de soutenir nos communes et qu'elles aient des services publics pour que ces médecins aient envie de s'installer dans ces communes. Et Fabien Roussel. C'est un tout, en fait. Il faut le faire dans la dentelle, mais avec plusieurs baguettes, plusieurs leviers pour pouvoir proposer à ces médecins de s'installer. Fabien Roussel, on va retourner à Tours parce que Baptiste Bise a une autre question pour vous. Oui, effectivement, il y a la question de la répartition des médecins, mais il y a aussi la question de la formation. Pour installer les médecins, il faut d'abord les former. À Tours, le nombre d'étudiants en deuxième année de fac de médecine est passé de 234 à 340 ces 7 dernières années, sans attendre d'ailleurs la fin du numerus clausus. Ça ne suffit pas à répondre aux besoins du territoire. Alors d'abord parce que les étudiants qui sont formés ici, souvent, ils préfèrent aller faire leur internat ailleurs. Et même ceux qui restent ici faire leur internat, ils préfèrent ensuite aller s'installer dans d'autres régions. Néanmoins, il y a un problème à la base, c'est qu'il n'y a pas assez d'étudiants qui sont formés chaque année. On manque aussi d'ailleurs de professeurs. Il en manque 102 rien qu'à la fac de Tours pour encadrer les étudiants. Dans ce contexte, le maire Les Républicains d'Orléans, la semaine dernière, c'est une question d'actualité, a annoncé qu'il voulait ouvrir dans sa ville une antenne de l'université de Zagreb, créer une fac de médecine privée avec des frais de scolarité de plusieurs milliers d'euros par an pour les étudiants. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative pour répondre à la crise réelle de la désertification médicale ? Moi, je préférerais qu'on investisse dans la formation avec des professeurs français qui viennent former des médecins français pour notre pays. C'est malheureux, vous vous rendez compte, d'en être obligé de faire appel à une université étrangère pour former en France. Je sais qu'il y a un manque, et vous avez raison de le pointer, parce que je l'ai entendu aussi, tout le monde dit qu'il faut faire sauter le numerus clausus. Il a quasiment sauté, quoique. Mais on manque de médecins, on manque de formateurs, et on manque même de mètres carrés dans les écoles pour pouvoir ouvrir des classes et former plus de médecins. Enfin, c'est un truc de dingue quand même. On a besoin d'investir fortement dans la formation de médecins, et ça veut dire de mettre des moyens en face. Donc, faire sauter le numerus clausus n'est pas qu'une solution. Ça veut dire que derrière, il faut mettre des professeurs et ouvrir des classes dans les CH, et puis pour qu'on puisse, les centres hospitaliers universitaires, et qu'on puisse en former. Je pense à la Corse, parce que je vais y aller bientôt, la semaine prochaine, et il n'y a pas de CHU en Corse. Pourquoi ne forme-t-on pas de médecins en Corse et ouvrir donc des perspectives à des jeunes de pouvoir y travailler et s'y installer? C'est ça que l'on doit faire. On se bat même aussi dans le Pas-de-Calais avec ma collègue Katia Pourceau, sénatrice, pour qu'il y ait aussi un centre hospitalier universitaire dans ce département densément peuplé. C'est une vraie bagarre à mener, donc vous voyez, ce sont des investissements lourds. On ne pourra pas travailler avec un budget constant. On ne pourra pas relever ce défi avec ce budget constant. La dépense publique, elle est utile pour investir dans la santé publique. Allez, Fabien Roussel, on va remercier Baptiste Bise pour ces questions. Il était à Tours pour la Nouvelle République. On va passer à un autre thème, on va parler du pouvoir d'achat avec vous, Christelle. Oui, j'ai toujours lu attentivement votre programme et vous proposez d'augmenter le SMIC à 1 500 € et d'abaisser le temps de travail à 32 heures par semaine. Est-ce que ça ne risque pas de coincer, notamment chez des patrons de petites ou moyennes entreprises, qui c'est un peu plus compliqué de s'adapter ? Alors, d'abord, nous proposons effectivement d'augmenter les salaires à 1 800 € brut, 1 500 € net. Le brut, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a des cotisations derrière qui financent notre protection sociale, notre système de retraite, notre sécurité sociale, la santé, etc. Aujourd'hui, la hausse des salaires, quand le président de la République en parle, il dit « mais les salaires sont à 1 500 €, les petits salaires, parce qu'il y a la prime d'activité ». Il faut savoir que cette prime d'activité, c'est effectivement ces 200-250 € que les smicards peuvent aller chercher à la CAF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la hausse des salaires, les salariés doivent aller les chercher en faisant une demande à la CAF. Scandale, les femmes y ont droit que si leur mari ne gagne pas de trop. Parce que la prime d'activité, on y a droit en fonction des revenus du foyer. Ce qui veut dire que quand madame gagne moins que monsieur, elle n'y a pas le droit. C'est inadmissible et c'est encore source d'inégalité. Femmes-hommes, insupportable. Nous disons que les salaires doivent être payés par les entreprises. La prime d'activité, c'est terminé. Ça coûte 10 milliards d'euros quand même. C'est nous-mêmes qui payons avec nos sous la prime d'activité. Mais est-ce que toutes les entreprises sont capables de payer ? Comment on fait pour accompagner les PME et les TPE ? Les grosses entreprises, si vous ne m'en parlez pas, c'est que vous savez qu'elles ont les moyens de payer. Je fais référence... Une flexibilité plus grande, en tout cas. Disons que quand, vous avez vu les chiffres d'hier, quand le CAC 40
va distribuer 137 milliards d'euros de dividendes, hein. Ça veut dire qu'ils font suffisamment de bénéfices pour payer les salaires de leurs ouvriers, de leurs salariés. Et puis, il y a toutes ces PME, TPE, qu'il faut accompagner. Eh bien, il y a une série de mesures que nous voulons prendre, que je veux prendre, pour baisser leurs charges réelles. Je pense, charges d'électricité et de gaz, ils ont triplé, quintuplé ces derniers mois. Il faut baisser la facture énergétique de ces entreprises. Je baisse. Je suis pour baisser. On baisse de 30% déjà les taxes sur les prix, les factures d'énergie, d'électricité et de gaz. Vous allez voir que ça va leur faire du bien. Hein. Ensuite, les boulangers là, qui chauffent leurs baguettes avec des fours à gaz, je peux te dire qu'eux, ils ont vu leurs factures s'envoler. Je fais baisser les cotisations d'assurance. C'est pour ça que je propose de nationaliser AXA. Et enfin, je vous l'annonce ici, je mets en place une mesure forte pour les entreprises, les PME, TPE. C'est la proposition d'un prêt bonifié à taux négatif pour ces entreprises de 200 milliards d'euros. C'est comme le PGE que propose l'État, sauf que nous, l'État, nous y mettrons 20 milliards d'euros en plus pour que justement les entreprises, quand elles solliciteront ce prêt bonifié, eh bien, elles ne rembourseront pas la totalité. Mais comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il doit faire le patron de TPE pour avoir ce prêt ? C'est un prêt à taux négatif, c'est-à-dire qu'à la fin, eh bien, il remporte de l'argent. Il ne rembourse pas toute la totalité du prêt. Eh bien, le patron d'une PME, d'une TPE, aujourd'hui, en contractant ce prêt, il s'engage à maintenir son activité, à augmenter les salaires, à investir. Et quand on fait un prêt, c'est pour investir. Et nous, en échange de cela, l'État, nous accordons ce prêt. Ce sera une banque publique qui le fera. Il n'aura pas besoin de se mettre à genoux et de supplier en pleurant la banque pour avoir l'aide de ce prêt. Et l'État s'engage à l'accompagner, mais même à rajouter de l'argent et en lui disant ce prêt sur 2 ans, 3 ans, vous n'en rembourserez pas la totalité. Nous serons là, nous, pour mettre au bout. Et donc, c'est un prêt à taux négatif. Voilà comment nous envisageons d'accompagner les entreprises. Mais enfin, 200 milliards, juste 200 milliards, c'est énorme, Fabien Roussel. Vous savez combien c'est le PGE Le PGE, le maire avait annoncé 300 milliards. Hein, et les entreprises en ont consommé 160. Donc moi, je m'en vais à ce niveau-là. Je suis aussi ambitieux. Sauf que moi, j'accompagne vraiment les entreprises avec du prêt à taux négatif. Enfin, si on augmente les salaires, si on augmente les pensions, les retraites qui sont faibles à 1 200 € comme je le propose, mais on va libérer de l'argent dans l'économie française. Le retraité qui va gagner 300 € de plus, il ne va pas planquer son pognon dans les paradis fiscaux. Il va acheter de la bonne baguette, de la bonne viande, du bon fromage, comme j'en ai parlé. Il va changer son véhicule polluant en véhicule propre parce que je lui proposerai en plus une prime à la conversion. Bref, on va remettre de l'essence dans le moteur de l'économie. On va faire du bien à toute l'économie réelle, pas celle de la bourse et des super profits. On va redonner de l'activité à ces entreprises, à ces PME, à ces TPE. Allez, Stéphane, on va parler de la question des impôts, de la fiscalité. Oui, vous rétablissez, pour remettre de l'argent dans les caisses de l'État, vous voulez rétablisser l'ISF et tripler son montant ? Au moins. Avec un vrai ISF. Alors justement, à partir de quel montant de salaire mensuel est-ce qu'on paiera l'ISF une fois que vous serez président ? L'ISF, c'est pas à partir d'un salaire mensuel, c'est à partir d'un patrimoine. Il y avait en 2017, la dernière année où nous avons payé, certains ont payé l'ISF, il y avait 358 000 foyers redevables à l'ISF. 358 000, c'est pas beaucoup, 358 000. Vous savez de quel montant était le patrimoine total de ces 358 000 foyers ? Nous, à la Commission des Finances, nous avions eu ce rapport. 1028 milliards. 1028 milliards d'euros, 1000 milliards, pour 358 000 foyers. Ils payaient en moyenne 4 millions d'impôts. Alors, ils ne payent plus l'ISF. Ils ne payent plus l'ISF. Ils ont été totalement exonérés. Ces 358 000 foyers, ils ont combien aujourd'hui de patrimoine ? On ne sait plus. 1500 ? 2000 milliards ? Ils se sont engraissés. D'ailleurs, il faut qu'ils fassent attention à leur santé. Ils ont encore plus gagné d'argent. Et nous, on va demander aux Français
encore de faire des efforts. Quand j'entends Mme Pécresse dire « tout compte fait, je n'augmenterai pas les salaires » parce qu'elle a entendu que le MEDEF ne le voulait pas. Bon, c'est pas ce qu'elle dit, Fabien. Elle dit qu'elle les augmentera de 3% dès l'été 2022 et qu'après elle discute avec le patronat. Vous savez ce qui se passe en ce moment dans les entreprises? Les NAO, vous savez ce que c'est, les NAO, les négociations obligatoires. Il y a des salariés qui sont à 1 200, 1 300 euros net par mois, qui se battent, qui font grève pour 1% d'augmentation. C'est 12 euros. Il y a des hommes, des femmes qui font grève pour obtenir 12 euros de plus par mois. Et on va demander mais du coup, à cela c'est combien l'ISF et c'est à partir de quel patrimoine? C'est terminé. C'est combien avec vous? Combien l'ISF et à partir de quel patrimoine? L'ISF doit rapporter au moins par an 20 à 30 milliards d'euros. Mais ça, c'est votre objectif, mais pour les personnes, pour les foyers. L'ISF. Et ensuite, il y a la fiscalité sur le capital, c'est-à-dire les dividendes. Enfin, vous avez vu ces chiffres sortis hier, 137 milliards d'euros de dividendes distribués, LVMH, Total, Peugeot, Sanofi, cette bande d'incapables, incapables de trouver un médecin qui supprime des chercheurs, ferme des laboratoires et distribue 12 milliards d'euros de dividendes. Allez, dernière question, Christelle, parce qu'on a d'autres thèmes. C'est pour ces 358 000 personnes que vous augmentez les impôts ou vous élargissez l'assiette? Vous augmentez l'ISF. Multiplier par 3 l'ISF. Il faut augmenter l'ISF et pour surtout... cela uniquement, vous élargissez. Pour cela, mais avec un ISF plus juste, parce que parmi ceux-là, il y avait beaucoup d'exemptions. Voilà, il y avait beaucoup de petites formules qui leur permettaient, quand ils avaient un bon avocat fiscaliste, d'y échapper. C'est bien simple, le rapport sur ces contribuables, il est accessible sur le site de campagne FabienRoussel2022.fr. J'invite nos concitoyens à aller voir. Le mécénat, par exemple, ça permet ça permet de défiscaliser. Donc ça c'est fini, par exemple. Ça permet de défiscaliser. Ça dépend, parce que le mécénat, ça peut être utile. Je ne suis pas dogmatique, vous voyez. Ce qui me fait hurler, c'est que quand on nous dit qu'il faut faire des efforts, qu'il n'y a pas d'argent, c'est faux. L'argent, il est là, il coule à flot. Allez voir, j'invite les téléspectateurs à aller voir sur mon site ce rapport de la Commission des finances. Une question très rapide et je vais vous demander une réponse très rapide. Une question sur la taxe d'habitation. Vous avez beaucoup parlé de donner des moyens aux collectivités. Est-ce qu'il faut leur redonner une fiscalité propre? Est-ce que vous restaurerez la taxe d'habitation, par exemple? Il faut réformer la fiscalité locale et avec les collectivités. Mais oui ou non, vous remettez la taxe d'habitation ou pas? Je souhaite remettre en place une fiscalité locale pour donner aux communes les moyens de prélever... Pas forcément la taxe d'habitation, mais un nouvel impôt local. Beaucoup plus juste, et qui permettent de redonner des moyens aux communes. Elles le demandent. Mais ce sera un nouvel impôt pour les Français. Mais ce sera aussi la possibilité pour les habitants d'une commune et ceux qu'ils ont choisis pour la diriger, de décider ensemble des investissements qu'il faut faire. S'il y a besoin d'ouvrir une piscine, de construire un théâtre pour la culture, d'investir dans un béguinage, par exemple. Aujourd'hui, les communes n'ont plus de moyens. Et ils ne peuvent même plus faire les cartes d'identité. Ça va bien, quoi. Il faut redonner des moyens à nos communes et leur donner des moyens de prélever un impôt. On va aller à Nice, Fabien Roussel. On retrouve Denis Caro. Bonjour, Denis. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Et Denis, vous avez des questions à Fabien Roussel sur l'immigration. Oui, bonjour Fabien Roussel. Alors, je ne sais pas si vous viendrez dans les Alpes-Maritimes durant la campagne, mais il y a de grandes chances que d'autres candidats, à l'image d'Éric Zemmour il y a quelques jours, se rendent à Menton, à la frontière avec l'Italie. Dans ce secteur, plus de 30 000 migrants ont été interpellés et plus de 500 passeurs arrêtés en 2021. Un triste record. Depuis 6 ans, les forces de l'ordre s'épuisent au quotidien et les migrants tentent jour et nuit d'entrer en France. Ils sont tunisiens, soudanais, afghans et plus de 90% d'entre eux ont été refoulés l'an passé. Est-ce qu'il faut, Fabien Roussel, poursuivre telle quelle cette politique de fermeté en continuant de refuser l'entrée sur notre territoire de ceux qui n'ont pas de titre de séjour et en renvoyant chez eux les demandeurs d'asile qui n'obtiennent pas de titre de séjour? D'abord, c'est un sujet européen et j'aimerais bien que l'Union européenne, et avec la France à sa tête dans les 6 mois qui viennent, prenne la mesure, l'ampleur de cette question. Parce que la question ne doit pas se poser seulement qu'à la France.
La question, le sujet de l'immigration ne doit pas être supporté que par les seuls pays frontaliers de l'Europe qui sont aujourd'hui les premiers à devoir gérer ces personnes qui fuient la guerre, notamment, ou la misère, et qui viennent sur les côtes grecques ou à la frontière est de l'Union européenne. Et donc, il faut pouvoir prendre ensemble la mesure, faire en sorte que chaque pays de l'Union européenne prenne sa part d'accueil de ceux qui fuient la guerre. J'ai toujours dit que quand on est, et quand parfois même on a été à l'origine de conflits, je pense notamment à la situation en Libye, en Afrique du Nord, eh bien, on crée une guerre, et c'est M. Sarkozy qui en a été le responsable, et derrière, on dit débrouillez-vous, c'est le chaos, mais c'est votre problème. Ce n'est pas juste, et donc tout le monde a un devoir d'accueil et d'hospitalité. Écoutez cette belle appel qu'a lancé le pape François quand il interpelle les chefs d'État de l'Union européenne en faisant appel à la fraternité humaine. Ce que je dis, moi, c'est que ceux qui, notamment, passent la frontière chez vous, je les vois aussi venir chez moi ensuite dans le Nord pour traverser la Manche dans des embarcations de fortune et perdre la vie, comme le drame que nous avons vécu il y a quelques semaines. C'est terrible, c'est horrible, c'est inhumain. Et donc, nous devons créer les conditions, donc je le dis moi, créer les conditions d'abord. D'abord, la première chose à faire, qui est inscrite dans notre Constitution et dans la Constitution de tous les pays de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est de mettre en place, de faire vivre le droit au regroupement familial. Il y a des familles, des hommes, des femmes, qui traversent illégalement les frontières parce qu'ils n'ont pas trouvé des voies légales pour le faire, alors qu'ils ne cherchent juste qu'à rejoindre leurs conjoints qui travaillent en Angleterre. Je parle pour ceux qui viennent sur les côtes du Nord. Mais on les a vus parmi ceux qui sont morts. Vous avez vu ces femmes, ces enfants qui allaient rejoindre leur père qui travaille là-bas. Enfin, un homme et une femme n'ont plus le droit de s'aimer, de vivre ensemble sur notre terre. C'est ça l'humanité. Ça, c'est pas du ressort du gouvernement français, puisqu'on parlait de l'Angleterre. Mais comment ça, c'est pas du ressort du gouvernement français? Si l'Angleterre les accepte pas. Ah mais c'est du ressort du gouvernement français de faire vivre et d'exiger de la Grande-Bretagne de faire vivre le droit au regroupement familial. La Grande-Bretagne est sortie de l'Europe via le Brexit, mais elle a toujours, dans sa constitution, inscrite cette règle qui a été écrite en 50-51 dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc cette Cour européenne des droits de l'homme, elle doit faire vivre cela. Il faut être en capacité... Comment on fait pour... Mais c'est le bras de fer avec l'Angleterre. Je connais bien le sujet parce que nous avons vécu la jungle chez nous, à Calais. Et les gouvernements de l'époque, c'était Manuel Valls, ont fait le choix de laisser pourrir la situation pendant des mois et des mois. Et puis un jour, ils ont décidé de s'y attaquer. Et la première chose qui a été faite, c'est d'obtenir, après l'avoir exigé de l'Angleterre, qu'ils accueillent ceux qui étaient à Calais et qui avaient de la famille en Grande-Bretagne. Des officiers anglais sont venus pour faire le recensement. On a réglé plus de 60% des cas comme cela. Donc déjà, en le prenant sous ce prisme-là, au moins celui-là. Allez, Fabien Roussel, on va retourner à Nice, parce que Denis a d'autres questions pour vous, Denis. Fabien Roussel, il y a aussi la question des sans-papiers qui vivent en France, qui travaillent en France. Est-ce qu'il faut régulariser les sans-papiers, une partie, et selon quels critères? Oui, je les rencontre régulièrement dans chacun de mes déplacements. Je suis interpellé par des hommes, bien souvent, en grève, parce que la société d'intérim qui les embauche les exploite incroyablement, des hommes courageux, travailleurs, qui, sans papier, mais qui ont une autorisation de travailler, d'être exploités cordialement. Ils ont une fiche de paye. Ils payent des cotisations dont ils ne verront jamais la couleur, comme quoi ça rapporte. Quand on dit que ça rapporte plus que ça ne coûte les travailleurs immigrés. Là, c'est concret. Ils payent même des impôts.
Et pour autant, l'employeur leur dénie, ne veut pas remplir le CERFA qui leur permet d'aller demander un titre de régularisation. Et quand l'employeur le fait, c'est la préfecture qui dit « Non, non, tout compte fait, non, non, vous n'aurez pas vos papiers, continuez à travailler, à être exploité, mais moi je vous dénie le droit de circuler. » C'est honteux. On met ces hommes dans une situation ingérable, un flou juridique insupportable. Donc, oui, ceux qui sont là et qui travaillent, qui bâtissent la France, ils y participent dans le bâtiment, dans la restauration, dans le nettoyage, dans la sécurité. Mais mince, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui travaillent. Mais bien sûr. Et ils sont aujourd'hui, il y a plein de piquets de grève. Ils ne demandent que ça. Là aussi, c'est une question de dignité. Il faut les voir et les entendre. Vous régularisez tous les sans-papiers, pas de quotas? Tous ceux qui sont actuellement. Mais bien sûr. Comment voulez-vous faire un quota? Vous travaillez, mais vous non. Par contre, vous travaillez, vous oui. En fonction de quoi? La couleur, l'origine. Non, mais enfin. Allez, on va remercier Denis Caro. Il faut les rencontrer. C'est humain derrière. Mais en plus, s'ils travaillent, c'est que c'est un besoin aussi. Mais justement, vous seriez favorable à l'organisation, la réorganisation d'une immigration en France autour des besoins du travail, justement? En regardant filière par filière, profil par profil. Pourquoi revoir? Ou pas du tout? Ça existe. Enfin, la loi française, il faut arrêter d'hystériser le sujet. La loi française, aujourd'hui, par secteur, organise une immigration en fonction des besoins dans des filières d'activité. Et donc, il y a des visas de séjour avec autorisation de travail qui sont accordés après étude du ministère du Travail en fonction des besoins. Ça existe donc déjà. Ça suffit, mais bien sûr. Et donc, on peut le prendre sous cet angle-là, mais moi je vais vous le prendre sous un autre angle. Arrêtons de délocaliser nos usines pour on va en parler, Fabien Roussel. On va en parler en France et on va régler ça. Eh bien, on va en parler dans quelques secondes. On va remercier Denis Caro qui était à Nice. Merci beaucoup, Denis, d'avoir été avec nous. Juste une question sur la police et après on parle des industrialisations. Christelle. Oui, Gérald Darmanin recevra vendredi les syndicats de policiers. Il y a énormément de cas de suicide dans la police. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ce malaise? Mais on les écoute. Déjà, on les écoute et les... Et ça suffit? Il ne faut pas assez écouter aujourd'hui par Gérald Darmanin? Mais non, parce que j'ai l'impression, moi, ça fait 5 ans que je suis député, tous les ans, nous entendons un nombre de suicides extrêmement élevé dans la profession et une profession qui souffre. Donc, on n'a pas répondu à leurs attentes. Ce sont des travailleurs comme les autres. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à leurs attentes? Et ce sont des travailleurs comme les autres, mais qui en plus, donc pas tout à fait comme les autres, qui en plus risquent leur vie. Pour nous protéger. Ils prennent des coups. Et ils prennent d'autant plus de coups que quand on a un gouvernement antisocial comme celui-là, on les envoie au casse-pipe contre les gilets jaunes. Ils prennent des coups, sincèrement. Ils ont besoin d'être protégés. Ils ont besoin d'être mieux formés. Ils ont besoin d'être mieux payés. Et ils ont besoin de renforts humains. C'est pour ça que je propose la création d'une police de proximité, dotée de 30 000 hommes et femmes, sous statut, mieux formés, pour pouvoir accompagner la lutte contre la délinquance. Il y a besoin d'augmenter les moyens d'enquête pour pouvoir démanteler les trafics, s'attaquer au trafic d'armes, de drogue dans les quartiers, dans des véritables ghettos. Et puis, et ça c'est pas la police, mais ça les aidera beaucoup, il y a besoin de remettre des services publics dans beaucoup de nos communes. C'est ce que réclament les maires. Il faut faire revenir l'État, faire revenir la République là où elle a disparu, parce que quand la République recule, c'est la mafia qui s'installe. Juste un dernier mot. Pied en mai devant l'Assemblée nationale à la manifestation justement des policiers, ce qui vous a été reproché par certains de vos électeurs. L'une des revendications de cette manifestation, c'est de dire que la justice était trop laxiste. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Là, encore une fois, je suis obligé de rectifier à chaque fois. Il y avait 5 ou 6 organisations syndicales qui appelaient à cette manifestation. J'y étais à leur demande. Il y a une organisation syndicale, le syndicat Alliance, qui a eu des propos anti-républicains, tapant sur la justice avec force et dénonçant le laxisme de la justice. Alors que les autres organisations syndicales ne disent pas ça et je les ai reçues. Et j'ai refusé. La justice n'est pas... Allez, on va avancer. Non, c'est important. J'ai refusé de discuter avec le syndicat Alliance là-dessus. Parce que nous sommes vraiment diamétralement opposés.
Je suis, moi, pour donner des moyens à la justice, comme le disent les autres syndicats de police. Il faut vraiment qu'on avance. Il faut donner des moyens à la justice, des magistrats, des greffiers, pour que la justice puisse faire son travail. Sur les peines, on ne change rien. Mais il faut faire... Non, parce que les juges eux-mêmes disent que les peines existent, mais le problème, c'est pas ça, c'est qu'entre le moment où il y a une plainte qui est déposée, et quand elle est instruite 2 ans après, effectivement, ça va pas. Donc, c'est le problème du délai. Et eux, ils sont surchargés dans la justice pour pouvoir faire le travail d'enquête et puis de juger, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut aider la justice au lieu de taper dessus comme le fait le syndicat Alliance. Et on va parler désindustrialisation emploi. Et pour ça, on va aller à Auxerre retrouver Sophie Bardin. Bonjour Sophie, journaliste à Lyon Républicaine. On vous écoute. Oui, bonjour Oriane, bonjour Fabien Roussel. La France a perdu 2 millions d'emplois, 2,5 millions d'emplois industriels depuis les années 70. Et cette désindustrialisation a eu des conséquences très concrètes pour les territoires qui sont concernés. Par exemple, dans Lyon, on a la ville de Tonnerre qui avait une entreprise, une usine Thomson qui a compté jusqu'à 1300 salariés. Et cette entreprise a fermé au début des années 2000 et d'autres ont aussi fermé par la suite dans les communes alentours. Et depuis, la population a fortement baissé, le territoire a du mal à retrouver un dynamisme. À Tonnerre, 27% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté et 23% sont au chômage. Alors vous, comment comptez-vous relancer économiquement ces bassins de vie et faire venir les entreprises ? Ô combien je connais cette situation et vous l'avez terriblement bien dépeinte. La désindustrialisation du pays a considérablement affaibli notre pays, économiquement, mais aussi appauvri. Et dans le même temps, je pense à votre commune, ça affaiblit des territoires entiers qui se trouvent aujourd'hui beaucoup moins attractifs. On parlait de l'installation de médecins, mais ça vient aussi de ça. Et donc, nous avons besoin de rendre de nouveau attractifs ces territoires parce qu'on y vit, on y travaille et on vit bien de son travail. Il faut donc réindustrialiser la France. Mais il ne s'agit pas que de le dire. Et entre nous, au Parti communiste français, produire en France, réindustrialiser la France, j'ai l'impression que depuis Georges Marchais et que je milite, je l'ai toujours entendu. Je suis bien content qu'aujourd'hui, tout le monde le dise. Mais il faut le faire. Or, ce gouvernement appelle à la réindustrialisation, mais poursuit le grand déménagement industriel de la France, avec encore des usines qui, aujourd'hui, délocalisent leur activité à l'étranger. Aujourd'hui encore, il y a des salariés qui luttent pour maintenir leur emploi parce que leur usine a décidé de fermer. Comment on fait délocalisation, Fabien Roussel ? On bloque toute délocalisation. On dit aujourd'hui, moi je suis président de la République, je nomme un vrai ministre de l'économie et de l'industrie et je demande que tous les projets aujourd'hui à l'ordre du jour dans les tribunaux de commerce, dans les territoires, tous ces projets sont bloqués parce que c'est encore l'État qui autorise un PSE, un plan de... Bruno Le Maire, c'est pas un vrai ministre de l'économie aujourd'hui ? Non, parce que Bruno Le Maire fait des grands discours, mais il brasse beaucoup de vent. Il y a encore aujourd'hui des entreprises qui suppriment des pans entiers d'emplois. Je pense à Thales, je pense aux fonderies dans l'automobile, je pense à ceux que j'ai vus là dans les dernières semaines. Il y a encore des délocalisations. Donc, il faut dire non. Dans le Nord, comme le président de la République y est, il annonce une création d'usine à Dunkerque, mais la française... C'est ce qu'il dit ce matin dans la Voix du Nord. Avec 4000 emplois à la clé, est-ce que c'est pas quand même la preuve qu'il y a une réussite aussi de la politique industrielle du gouvernement ? Et puis la française de mécanique est appelée à fermer ses portes dans les 2 ans qui viennent, et nous ne le voulons pas. Bridgestone a été délocalisé en Hongrie, on a perdu 900 emplois. Bref, moi je dis stop. Donc il y a des emplois qui se créent aussi, Fabien Roussel. Madame l'a très bien dit, 2,5 millions d'emplois supprimés depuis les années 70. Il y a donc une hémorragie d'emplois. Quand il y a une hémorragie, la première chose que l'on fait, on met un garrot. On met un garrot. Fabien Roussel, président, vous n'autorisez plus les PSE ? Non. Oui, mais si c'était que ça. Après, il n'y a plus personne qui va venir en France en disant, mon Dieu, Donc, on met un garrot, on se met tous autour de la table, on étudie chaque situation et on fait tout pour préserver les compétences, les machines. On regarde comment on maintient l'activité. On met la pression
sur les donneurs d'ordre. Alors comment vous mettez la pression, parce que la réindustrialisation, ça se décrète pas. Est-ce que ça veut dire que vous revenez à une économie dirigée, planifiée, des nationalisations? Une économie dirigée et planifiée, j'assume pleinement. Parce qu'aujourd'hui, on a laissé l'économie totalement entre les mains. Vous renationalisez un certain nombre d'entreprises. C'est même pas qu'une question de nationalisation. On a laissé complètement l'économie entre les mains du capital, de grands groupes qui ne sont même pas français, des fonds de pension américains, ils ont leur siège ou là-bas aux États-Unis ou à Tokyo. Oui, mais qui de fait échappent à tout contrôle aujourd'hui. Ils se foutent de nous. Mais ce n'est pas à eux de reprenez la main. Donc, je vous dis, les donneurs d'ordre, d'abord, ont une grande responsabilité et nous en avons en France, dans des grandes filières, mais rien que dans l'automobile. Peugeot et Renault, l'État y est actionnaire, ou directement, ou via la BPI. Donc, on a notre mot à dire. Pas besoin de nationaliser, on est dans le capital. Cela, clairement, mais ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité. Et derrière, il y a toute une chaîne de commandement. Mais je peux vous dire la même chose, dans d'autres filières, dans le ferroviaire. Alstom, qui a mangé Bombardier. Comment on fait pour que Alstom, au lieu de passer des commandes de câbles électriques en Afrique du Nord ou ailleurs, passe ses commandes en France? Au lieu de délocaliser la souderie, les points de soudure à l'étranger, et puis d'ailleurs ça revient mal fait, pour qu'on investisse dans la formation, qu'on ait des soudeurs en France et qu'on soude en France. Donc c'est une question de volonté politique, de moyens politiques. Il faut reprendre la main sur l'économie. Donc nous devons intervenir dans le capital des grandes entreprises. Pas en nationalisant, mais en étant présent. On va retourner avec la BPI ou avec une prise de participation. Et il faut donner des pouvoirs aux salariés qu'ils interviennent dans les conseils d'administration. Moi, je supprime la loi El Khomri, je supprime les ordonnances de Macron et je donne des pouvoirs nouveaux aux salariés dans les comités d'établissement pour qu'ils puissent dire... Là, la délocalisation, c'est pas juste. On peut faire comme ça, monsieur le directeur. Et on va faire comme ça. Et nous, l'État, on va soutenir les salariés. Allez, on retourne à Auxerre. Oui, on retourne à Auxerre, Fabien Roussel. On va écouter Sophie Bardin qui a une autre question pour vous. Oui, parce que vous venez de le dire, effectivement, il y a encore des délocalisations aujourd'hui. On a un cas très précis dans Lyon. On a le groupe Benteler qui a eu un site donc de sous-traitance automobile à Migène, qui a annoncé vouloir fermer le site et qui compte 400 salariés. Alors, les pouvoirs publics se sont mobilisés contre cette fermeture, mais en fait, sans repreneur, l'État s'avère impuissant. Donc, comment est-ce qu'on peut restaurer cette marge de manœuvre ? Qu'est-ce que vous avez à dire aux salariés de Benteler ? D'abord, je crois avoir vu dans la presse, pour avoir suivi ça, je n'ai pas été interpellé directement, mais j'ai cru lire qu'il y avait eu un repreneur et qu'il n'avait pas été suivi. Et donc, à regarder pourquoi, mais il y a eu un repreneur. Ensuite, nous sommes là dans la filière automobile. Ils ont donc des compétences, les hommes et les femmes qui travaillent dans cette entreprise. Ils devaient produire des pièces pour les constructeurs, Peugeot, Stellantis et Renault. Donc, comment nous agissons avec ces constructeurs pour que Peugeot et Renault s'engagent auprès d'un repreneur pour maintenir les savoir-faire? Ce qu'il y a de terrible, si on laisse faire, si on laisse Benteler fermer son site, c'est que derrière, en plus du chômage, de la casse sociale, que c'est nous qui payons quand même, nous et la commune. C'est Migène, c'est les commerçants qui vont souffrir, etc. Mais on perd des savoir-faire. Ça veut dire que si demain, on se dit « Ah, tout compte fait, c'est dommage, on aurait eu besoin de conserver son usine, cette usine, on va la réouvrir. » Mais Tintin, on ne la réouvre pas comme ça. Parce que quand les savoir-faire sont partis, pour retrouver des soudeurs, des mécanos, des électriciens, etc. Mais ça prend des années. Et c'est une problématique qu'on retrouve sur le nucléaire. Mais on va en parler tout de suite. Mais c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet. Avec Sophie Bardin, donc, l'État doit agir, pour Benteler, doit agir auprès des donneurs d'ordre, Stellantis ou Peugeot, pour offrir une perspective aux salariés qui travaillent dans cette boîte. Moi, c'est ce que je ferais en disant, écoutez, on va faire venir Peugeot, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Qu'est-ce qu'ils produisent? Et comment c'est utile à la filière? Et il faut investir, et ça c'est en France, dans la formation professionnelle. Je veux redonner des moyens à nos lycées pour qu'on puisse investir dans de vraies filières industrielles. On ne peut pas dire qu'on va réindustrialiser la France
sans former des soudeurs, des électros, des mécanos, des chaudronniers. On en a besoin, bon Dieu. Aujourd'hui, on n'en trouve pas. Je rencontre des patrons avec qui je discute, qui me disent « je suis obligé de faire venir des soudeurs du Portugal parce que j'en trouve pas en France ». Mais c'est un truc de dingue. Ils sont payés 2 000 €, les soudeurs. 2 000 à 2 500 €. Et l'argent, en plus, les patrons sont prêts à le mettre sur la table. Mais on ne les trouve pas. Mais formons-en. Mais dans tous les lycées. Et pas à la demande. Quand il y a une boîte qui en cherche 15, hop, on fait appel au CFA et on forme. Allez, c'est la même problématique sur le nucléaire. On va en reparler. On va remercier Sophie Bardin. Merci Sophie d'avoir été avec nous depuis Auxerre. Sophie de Lyon Républicaine. Et d'Auxerre, on va à Rouen, en Normandie, justement, parler de cette question du nucléaire. On retrouve Thierry Rabillet. Bonjour Thierry, rédacteur en chef de Paris Normandie. On va parler avec vous de la question du nucléaire. Oui, c'est intéressant ce que vous venez de dire, Fabien Roussel, sur la formation, notamment sur des métiers de chaudronnier, de soudeur. Et c'est un élément dans la campagne qui vous distingue de tous vos collègues candidats à gauche. Vous êtes pro-nucléaire, vous ne vous en cachez pas, vous défendez le mix énergétique en France. Et sur la question du nucléaire, en Normandie, on ne va pas reparler en long et en large de l'EPR de Flamanville. On est sur un retard, il aurait dû ouvrir en 2012, il y a 10 ans de retard. On va avoir une facture qui va s'élever sûrement à 20 milliards d'euros. Et parmi les éléments qui permettent d'expliquer ce retard et cette note colossale, il y a un problème de malfaçon en permanence sur ce chantier. Alors vous, qui voulez continuer à développer la filière nucléaire en France, comment on fait pour éviter ce naufrage à la fois technique, de conception de ces nouveaux équipements, et comment fait-on pour justement convaincre les concitoyens, notamment en Normandie? Vous êtes aussi le défenseur des travailleurs. Les travailleurs, ce sont aussi des pêcheurs. Comment, quand vous venez en Normandie, vous arrivez à concilier justement cette double problématique, à la fois de créer une indépendance énergétique pour la France et aussi permettre à tous les travailleurs, quels que soient les secteurs d'activité, de continuer à faire leur métier? D'abord, merci pour votre question. Il y a un choix fondamental à faire à l'occasion de cette élection présidentielle et je fais le choix assumé à gauche, et je suis le seul à gauche à dire qu'il faut investir dans la production d'énergie renouvelable, mais aussi nucléaire, et l'investissement est fort. Nous devons investir fortement, tant dans la formation des différentes filières. Je suis pour créer une filière dédiée au nucléaire pour former des CAP du nucléaire jusqu'à des ingénieurs du nucléaire, des soudeurs. Il faut une formation dédiée. C'est important pour pouvoir construire les réacteurs à venir, dont celui de Penly, et c'est important aussi pour assurer la sécurité, la maîtrise publique de la sécurité de nos centrales nucléaires. Enfin, c'est important parce que si nous voulons avoir notre indépendance énergétique décarbonée d'ici 2050 et nous passer des énergies fossiles, il va falloir produire beaucoup d'électricité nucléaire décarbonée et une électricité stable. C'est bien la raison pour laquelle en Normandie, je préfère 1000 fois investir dans 2 centrales, dans 2 réacteurs à Penly et arrêter d'investir dans des éoliennes offshore sur la mer qui vont empêcher les marins pêcheurs de pouvoir développer leur activité et qui vont même bousculer la biodiversité marine. Et je laisse par contre à Jean-Luc Mélenchon et aux autres à défendre ce projet-là, mais moi, c'est pas du tout le mien. Au contraire, il nous faut investir donc dans cette filière pour réindustrialiser la France. C'est indispensable. On n'ouvrira pas d'usine pour produire des voitures chez nous si on n'a pas d'électricité stable. On n'inventera pas les trains à hydrogène, les avions décarbonés, si on n'a pas d'électricité stable et en masse. Et puis enfin, avec tous les Français qui payent aujourd'hui une électricité qui est de plus en plus chère, si on veut baisser la facture d'électricité de nos compatriotes, mais pour ça, il faut s'en donner les moyens, et donc il faut en avoir la maîtrise, et la maîtrise sur les prix, sur les tarifs, et c'est nous qui devons reprendre la main là-dessus. Ce sera un avantage compétitif important pour nos entreprises. C'est pour ça que je m'adresse beaucoup au monde économique, parce que j'y crois sincèrement que l'on peut réindustrialiser la France et avoir cet avantage compétitif qui va intéresser les industriels, mais c'est important pour les ménages français. Les Verts, les écolos, les Mélenchon, tout ça, ils disent on va isoler tous les bâtiments et donc ils paieront moins cher l'électricité. Mais Tintin, hein, et ceux qui ont isolé leur maison comme moi je l'ai fait, je paye pas moins cher d'électricité parce
Parce que si ma maison elle est isolée, mon électricité, elle a augmenté de 50%. Vous dire quoi? Mélenchon, les Verts, ils mentent aux Français aujourd'hui? Mais c'est parce que c'est faux, les gens le voient bien. Donc ils mentent aux Français. Ils vivent pas, oui, ils mentent. Ils vivent pas dans le même monde que nous. Enfin, les gens savent bien que quand on isole sa maison aujourd'hui, on consomme moins d'électricité. Et c'est tant mieux. Mais on ne paye pas moins cher, parce que l'électricité augmente. Parce qu'aujourd'hui, le cours de l'électricité, il est indexé sur le prix du gaz. Parce que les éoliennes, c'est une réalité. Les éoliennes ont eu moins de vent cet hiver, et donc ça a renchéri le coût de l'électricité. C'est un truc de dingue. Donc c'est indispensable, c'est fondamental pour l'avenir de notre pays que d'investir et dans la formation et dans la construction d'un parc nucléaire rénové pour retrouver une France forte et indépendante. Juste avant de parler des éoliennes avec Stéphane, aujourd'hui c'est 70% à peu près de notre électricité, le nucléaire. Est-ce qu'on garde cette part dans le mix énergétique? Est-ce qu'on la baisse? Je vais vous dire, il va falloir augmenter la production totale. Donc demain, je suis pour qu'on atteigne un mix énergétique renouvelable nucléaire, mais avec une production totale beaucoup plus importante. Aujourd'hui, la consommation d'énergie en France, c'est 60% énergie fossile, pétrole, fuel, gaz, et 40% électricité. En 2050, ça doit être 100% électricité. Donc vous vous imaginez bien qu'il va falloir produire. Et ce n'est pas les éoliennes ou l'énergie solaire qui va compenser ça. Il en faut du renouvelable, il faut de l'éolien, il faut du solaire, mais on ne va pas envahir la mer du Nord de parcs éoliennes. Enfin, je veux dire ça, je laisse ça à Mélenchon et à Jadot, c'est leur problème. Moi, j'assume et je veux un grand service public de l'énergie. C'est pour ça que je propose de monter à 100% dans EDF. Et il reste 4 milliards à mettre. Donc vous passez de 84% à 100% dans EDF, avec un EPIC, un établissement public, qui nous permette, nous, l'État, de prendre des décisions au service de la nation. Question sur les éoliennes. Non, alors juste, vous venez de le dire, il va y avoir des besoins électriques, d'électricité qui vont augmenter, qui sont énormes. Il faut produire les deux, vous avez bien dit les deux, c'est-à-dire à la fois du nucléaire monté en charge, mais aussi le renouvelable. Le problème, c'est que vous avez un certain nombre de freins que vous avez vous-même évoqués, qui sont quand même très importants. Il y a des gens qui ont très peur du nucléaire. Vous avez aussi des gens qui ne supportent plus les éoliennes. Vous parliez du parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Vous avez sur les éoliennes terrestres un ras-le-bol dans les Hauts-de-France. Comment on fait pour convaincre les Français et les Françaises de la nécessité d'augmenter en charge cette production et d'accepter aussi d'avoir de nouveaux sites de production qui puissent être construits, s'installer dans le paysage? Mais c'est un discours que l'on doit avoir et sans faire peur aux Français. Enfin, quand j'entends Mélenchon dire qu'il va y avoir un missile tiré de l'espace qui va s'abattre sur nos centrales nucléaires pour faire raser la France et le nord de la France en parlant de la centrale de Gravelines, j'ai honte de lui, quoi. Enfin, on parle pas du nucléaire avec des propos comme ça. C'est pas sérieux. Enfin, quand même, on parle de la reconstruction de notre pays, on parle de sûreté nucléaire. Et donc, il faut investir dans la sûreté nucléaire, dans une filière française. Justement, montrer à nos enfants qu'ils vont pouvoir s'engager dans des métiers d'avenir. Il y en a pour plusieurs générations et ce sont des beaux métiers. Ne plus être dépendants de ressources étrangères dans ce domaine, avoir nos propres métiers, nos propres compétences, les retrouver. Sur les éoliennes et éoliens, il faudra plus d'éoliennes. Justement, le problème des parcs éoliens, c'est qu'il faut les créer et que ça prend beaucoup de surface. Il y a des surfaces où on peut le faire sans gêner la nature ou l'être humain. Mais les centrales, on ne va pas créer des centrales nouvelles dans des terres vierges. On ajoute des réacteurs dans les centrales existantes. Donc on ne vient pas empiéter sur des terres nouvelles. Il faut l'expliquer aux Français. Le projet que nous avons, mais qui est partagé par d'autres, et notamment ceux qui défendent l'investissement dans le nucléaire, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le président de la République, c'est d'investir dans des centrales qui sont déjà existantes. Alors on a un grand débat. De nouveaux réacteurs, mais pas de nouvelles centrales, en fait. Tout à fait, c'est des nouveaux réacteurs dans les centrales existantes, 6. Mais en doutant même que cela soit suffisant. Enfin, vous imaginez là que dans 10 ans, quand tout le monde va brancher sa voiture électrique le soir, la forte demande qu'il va y avoir, ou une vague de froid. Enfin, on ne peut pas se retrouver comme au Texas à mourir de froid dans notre pays. Donc on doit avoir cette énergie pilotable. Mais la grande différence que j'ai avec le président de la République, et c'est là où on frotte tous les deux, c'est que lui, il est pour continuer de libéraliser le marché de l'électricité, quand nous voulons en retrouver une maîtrise
public. Lui, il n'est pas pour avoir un service public de l'énergie. Et donc, on sera toujours indexé sur le prix du gaz. Enfin, ça, ce n'est pas acceptable. Nous voulons avoir une vision sur les 50 ans qui viennent et en avoir la maîtrise pour réindustrialiser notre pays. C'est comme ça qu'on retrouvera une France forte et qu'on va donner un avenir à nos enfants. C'est comme ça que je parle aux Français quand je parle du nucléaire. C'est aussi c'est l'avenir industriel, mais c'est aussi des gisements d'emplois énormes que nous devons développer. Et dans les énergies renouvelables, on n'a pas parlé de l'hydraulique, mais nos barrages représentent 80% des énergies renouvelables. C'est surtout ça. C'est pas l'éolien. C'est surtout les barrages hydrauliques. Et là, il y a une marge de progression aussi importante. Non. Alors, je vais pas dire qu'on va aller... alors là, non. Mais je sais que beaucoup de ces barrages vont voir leurs concessions renouvelées. Je ne veux pas, je m'opposerai à ce que ces barrages, la concession de ces barrages, soit vendue au privé, à Total ou à d'autres. Ils doivent rester dans une gestion publique, bien souvent... Via EDF. EDF, et bien souvent, ce sont les enfants même de ces vallées qui ont suivi les formations et qui les gèrent, ces barrages, et qui connaissent la nature, qui connaissent l'agriculture, et qui le font dans l'intérêt de leur population parce qu'ils y vivent. Moi, je ne voudrais pas que ce soit des actionnaires de Total qui gèrent un barrage demain puis qui disent « on va attendre que l'électricité monte fort pour lâcher les eaux ». Hein, des fois, on lâche les eaux parce que la terre en a besoin. Dernière question là-dessus, si on vous entend, Fabien Roussel. Aujourd'hui, les Verts, ils mènent une politique écologique qui n'est pas une écologie du réel, qui n'est pas proche de ce que vivent les gens dans leur quotidien. C'est ça que vous nous dites? C'est une écologie punitive. Moi, je me bats pour protéger la qualité de l'air et contre la pollution, mais je ne veux pas que ça se fasse contre les catégories populaires. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui? C'est ce que Yannick Jadot fait? Il fait une écologie anti-catégorie populaire? Il fait une... Ah oui, c'est facile, vous savez, quand on manque de rien, de dire à ceux qui n'ont rien ce qu'ils doivent faire. Et ça, moi, je ne le veux pas. Je sais comment vivent les gens, leurs difficultés. Et donc, il faut les accompagner, les aider, ne jamais taper dans leur pouvoir d'achat. Je sais qu'il y a 45 métropoles qui vont interdire l'accès à leur ville aux voitures de catégorie 3, 4, 5. Qui sont les voitures les plus polluantes. Qui sont les voitures polluantes. C'est une punition pour toutes ces familles. Moi, je suis pour lutter contre la pollution et faire en sorte que les voitures polluantes ne viennent plus dans ces métropoles, mais je mets en place une prime à la conversion pour des véhicules d'occasion de 10 000 € pour permettre à ces gens, à ces personnes, de changer de véhicules polluants en véhicules propres pour qu'ils aient toujours droit à la mobilité. Et puis j'investis dans les transports collectifs en les rendant gratuits. Les Verts ne veulent pas entendre parler de transport gratuit. C'est incroyable, ça. C'est pourtant une aide au pouvoir d'achat et c'est le meilleur moyen d'inciter les gens à ne pas prendre leur véhicule. Et ceux qui n'ont pas le choix, permettons-leur de changer leur véhicule polluant en véhicule propre avec une prime à la conversion de 10 000 €. Et je vais même jusqu'au bout en proposant le permis gratuit pour les moins de 25 ans parce que le droit à la mobilité dans la ruralité, c'est important. Tous les moins de 25 ans, l'État leur paye le permis. Allez, dernière question de Thierry Rabier. Je vais y arriver. À Rouen. Thierry, c'est à vous. Oui, vous avez parlé de Jean-Luc Mélenchon et notamment en parlant du nucléaire. Comment vous avez pris la décision d'un député quand même communiste qui est bien en vue, qu'on entend beaucoup à l'Assemblée nationale, Sébastien Junel, ex-maire de Dieppe, qui défend, comme vous, le nucléaire sur Penly, puisque c'est sa région, de choisir de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un coup de grâce, c'est une trahison absolue? Comment on continue à faire campagne quand on a un de ses camarades, quand même, qui partage quand même beaucoup de décisions que vous souhaitez mettre en application et qui choisit un autre cheval en vue de la course à l'Élysée? Bon, d'abord, la question sur les contradictions qu'il va avoir maintenant à gérer vis-à-vis de sa population qui s'oppose aux éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc et qui souhaite développer la centrale de Penly, c'est à lui qu'il faut poser la question pour savoir comment lui va gérer ces contradictions. Ensuite, comment j'ai pris cette décision de la part d'un membre de la famille, puisqu'on siège ensemble à l'Assemblée nationale, c'est une décision de sa part, individuelle, qui pénalise le collectif. Je la regrette, mais on est tellement déterminé, motivé, que quand on entend une décision comme ça que j'ai découverte dans la presse... Je ne vous ai pas prévenu. Non, ce qui n'est pas très élégant entre nous, mais
ça renforce. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça peut renforcer une détermination. Et je sais que les communistes de Dieppe, de Seine-Maritime, sont hyper motivés pour mener cette campagne que je porte autour des jours heureux. Je leur adresse un salut amical. Mais c'est une décision individuelle ou ça montre qu'il y a deux lignes dans votre parti entre ceux qui disent oui, vous avez bien fait d'y aller seul et ceux qui disent mais ça fait 2 fois qu'on y va avec Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi là on n'y va pas avec Jean-Luc Mélenchon? J'aime pas parler de lignes parce que je suis pour le débat. Et je débattrai toujours. Et je débattrai toujours avec ceux qui sont pas forcément d'accord, qui auraient préféré qu'on fasse autrement. Mais quand on est dans une formation politique, on discute ensemble et on prend une décision ensemble. On l'assume ensemble. On peut continuer d'avoir des désaccords et des débats et c'est bien normal, surtout quand on est un grand parti comme le nôtre où il y a beaucoup de monde, beaucoup de militants, d'adhérents, beaucoup d'élus dans tous les territoires avec des situations, des approches différentes. Donc moi je suis pour qu'on poursuivre le débat, pas forcément qu'on se tire des balles dans le pied. Maintenant, c'est le choix personnel de quelques-uns de faire ça, ultra minoritaire, mais c'est à leur conscience qu'ils doivent s'adresser. Nous, on a fait un choix collectif et on l'assume. Clair. Je vais remercier Thierry Rabier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Rouen. Une dernière question, Christelle. Un mot de la primaire populaire. Votre nom n'a pas été présenté au choix des électeurs. Vous avez été déçu? Ou finalement, c'est une chance? Non, mais est-ce que c'est pas la meilleure chose qui pouvait vous arriver politiquement, vu ce qui se passe à gauche, de ne pas avoir été sélectionné dans cette primaire populaire? Je peux vous dire une chose, c'est que quand je vois ce grand désordre, je me dis, heureusement que nous avons fait le choix déterminé de présenter cette candidature pour des jours heureux en France, avec un programme clair, assumé sur l'énergie, on vient d'en parler, sur le travail, la richesse issue du travail. Je préfère, moi, défendre le revenu du travail plutôt qu'un revenu issu de l'assistance des aides sociales, comme le proposent Mélenchon, Jadot et compagnie, avec le revenu universel. Qu'est-ce que je suis heureux d'avoir cette détermination et de représenter à gauche un pôle de stabilité pour incarner une gauche populaire, républicaine, écologiste, féministe, laïque. Et nous sommes forts, droits, et nous irons jusqu'au 10 avril. Et heureusement que nous, on ne tremble pas comme une feuille morte. Et après le 10 avril, vous serez candidat aux législatives pour porter cette ligne? Qui? Vous. D'abord, je suis candidat aux élections présidentielles. Et donc, si je suis président de la République, on verra. Et si vous ne l'êtes pas? On saute les haies quand elles se présentent. Et donc, on en reparlera à ce moment-là. Mais je suis tellement amoureux de mon territoire que je n'envisage pas un seul instant de l'abandonner. Merci Fabien Roussel. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin pour cette émission spéciale présidentielle. On va regarder vos unes. La une de Ouest France Stéphane, fin du télétravail obligatoire, le choix des entreprises. Et la une de la Dépêche du Midi, Christelle, c'est le Covid, le pari de la liberté. Merci beaucoup. Merci Fabien Roussel. Merci à vous. Et on va tout de suite revenir sur votre interview avec nos clubbers.